La voilà, la Blue Marble, dans toute sa splendeur, l'image de la Terre la plus largement utilisée. Cette image a été reprise encore et encore pendant des décennies. À mon avis, c'est une des images les plus réussies de la Terre, prise depuis l'espace. Bon, la NASA prétend qu'ils n'ont pas tant de photos authentiques que ça prises depuis l'espace, mais ils prétendent que celle-ci l'est. Ils nous disent que cette photo fut prise par des astronautes le 7 décembre 1972 à 5h30 Eastern Standard Time. C'est à ce jour l'une des photos les plus largement répandues. C'est une des rares images montrant le disque de la Terre presque entièrement illuminé. Le disque de la Terre? Intéressant choix de mots. Ok. Les astronautes ayant le Soleil derrière eux lorsqu'ils l'ont prise. Pour les astronautes, la taille et l'apparence légèrement bosselée de la Terre la faisaient ressembler à une bille en verre, d'où son nom. Puisqu'il nous donne précisément la date et l'heure à laquelle cette photo a soi-disant été prise depuis l'espace, j'ai décidé d'aller à timeanddate.com et d'utiliser leur carte du jour et de la nuit dans le monde. Bon, ce site est super cool. En fait, il vous montre quels pays et continents sont en période jour et quels pays et continents sont en période nuit, et ce à n'importe quel moment de votre choix. Donc j'ai rentré la date et l'heure exacte, le 7 décembre à 5h40 du matin. Et vous avez maintenant les zones censées être en période nuit et les zones censées être en période jour. C'est assez facile à comprendre. Maintenant, quand on regarde la bille bleue, on peut voir que l'Afrique est dans le jour. On voit également que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Yémen sont dans le jour. On peut voir aussi Madagascar. On voit un peu de l'Antarctique. Mais à part ça, on ne voit pas d'autres masses terrestres vraiment éclairées. Donc cela veut dire que les autres zones terrestres devraient être de l'autre côté de la Terre dans la nuit. Cependant, quand on va sur dateandtime.com, que l'on rentre le 7 décembre 1972, 5h40 du matin, l'Afrique est bien sûr en plein jour, comme on le voit sur la bille bleue. Par contre, l'Amérique du Sud devrait y être aussi, ainsi que l'Europe, et ainsi qu'un gros morceau de la Russie, puis aussi la partie ouest de l'Australie. Cependant, aucun de ces endroits n'est présent sur la bille bleue. Donc par conséquent, sur la bille bleue, il devrait être de l'autre côté dans la nuit, puisque les astronautes ont dit qu'ils avaient pris la photo avec le soleil dans le dos. Donc ça, c'est un gros défaut, un trou béant dans la bille bleue. Et absolument tout le monde peut prendre quelques minutes et convertir l'Eastern Standard Time dans n'importe quel fuseau horaire et découvrir quels sont les endroits qui devraient être en plein jour. Endroits comme Rio de Janeiro, 6h39 du matin, il fait jour. Helsinki, Finlande, 12h39, il fait jour aussi. Moscou, Russie, 13h39, jour également. Et Perth, en Australie, 17h39, encore dans le jour. Je pense que c'est plus qu'il nous en faut, les amis, pour comprendre que ce n'est pas une représentation correcte de la Terre, c'est un fake, comme tous les autres, que la NASA reconnaît composés sous Photoshop.
Cependant, celle-ci est une authentique photo de la Terre, nous dit la NASA. Le seul problème, c'est que les continents qui devraient être en période jour sont de l'autre côté de la bille. J'aimerais bien voir l'autre côté de la bille avec le reste des continents dans la nuit. Vous imaginez voir l'autre face de la bille avec tous les continents les uns sur les autres, hein? Ça n'aurait pas l'air stupide du tout, n'est-ce pas? Donc c'était là, les amis, devant nos yeux pendant tout ce temps. Ils nous montrent l'Afrique, mais ils ne peuvent rien montrer d'autre. Et on a tous ces endroits qui auraient dû être en plein jour à l'heure où la photo a été soi-disant prise, et qui n'y sont pas. Ce qui prouve que ce n'est pas une photo authentique, 100% débunkée. La Blue Marble de la NASA est finie. À chaque fois que vous voyez quelqu'un poster la photo Blue Marble de la NASA, j'aimerais bien que vous partagiez le lien de cette vidéo qui la discrédite complètement, évidemment. Et dans la mesure où la Blue Marble est l'image de la Terre la plus répandue, j'imagine que beaucoup d'entre vous, mes amis, qui me suivez, vont partager cette vidéo dès qu'ils la verront. Je compte sur vous, les gars. Cette vidéo déboulonne cette photo qu'on appelle Blue Marble et qui est plus utilisée que n'importe quelle autre image de la Terre. Donc cette vidéo doit devenir l'objection à laquelle recourir à chaque fois que vous voyez quelqu'un poster cette image. Postez le lien de cette vidéo de debunk juste en dessous de ce tas de merde. C'est un sort, les gars. Et je vous dis que la Blue Marble de la NASA est une belle, grosse crotte, 100% debunkée. Un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique. On parle de photométéore, qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel, quand le soleil brille pendant la pluie. C'est un arc coloré avec le rouge à l'extérieur, et le violet à l'intérieur. Bien qu'un arc-en-ciel couvre un spectre de couleurs continues, il est courant de distinguer plusieurs couleurs significatives. Afin de pouvoir en mémoriser l'ordre, on découpa l'arc-en-ciel en 7. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Les 7 couleurs sont présentes dans l'ésotérisme islamique, comme l'image des qualités divines de la création. Et en Inde et Mésopotamie, elles représentent les 7 niveaux des cieux. Allah le sage, dit dans le Coran, il y a des indices, pour les gens doués d'intelligence. Les gens qui n'arrivent pas à croire que nous vivons sur une terre plate, et encore moins sous un dôme, ne prêtent pas attention aux indices, qui sont pourtant à portée des yeux de n'importe qui. Parmi ces indices, on peut citer par exemple, la courbure de la Terre qui n'existe pas, ou les rayons de lumière du Soleil, qui descendent en ligne oblique, en traversant les nuages. Comme vu sur cette image. Une preuve indéniable, de la très proche proximité du Soleil. Il y a aussi, ce halo, qui entoure le Soleil. Croirez-vous vraiment, que le Soleil puisse générer un halo, à une distance de 150 millions de kilomètres, comme vu sur cette image? Bien sûr que non. Cette réverbération, ou réflexion, est bien projetée sur une paroi. Et quelle est cette paroi derrière le Soleil? Si ce n'est le toit montant, du dôme. C'est une réflexion du Soleil sur le dôme. Et l'arc-en-ciel? Qu'en dites-vous? Quel est ce phénomène dont on parle beaucoup de ces belles couleurs, mais dont la forme de sa projection reste un mystère? Voyons ce que dit la science.
les arcs-en-ciel n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Un chercheur allemand a décidé de s'intéresser de plus près à ce phénomène climatique, qui pourrait devenir un outil pour étudier la physique de la pluie. Des arcs-en-ciel, à la configuration étrange. D'où viennent les arcs-en-ciel? À cette question, la science répond par deux mots, réfraction et réflexion de la lumière. Simple, les rayons du soleil qui sont projetés sur les gouttes de pluie, se divisent et laissent apparaître les 7 couleurs qui composent la lumière. Pour observer un arc-en-ciel, il suffit donc d'être au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire dos au soleil, et en face d'un rideau de pluie. Cette explication pourrait toutefois avoir été ébranlée par la théorie d'un chercheur de l'université de Dresde, en Allemagne, qui vient de publier un article dans lequel il estime que certaines configurations d'arc-en-ciel ne trouvent en effet pas leur explication dans les lois classiques de la science. C'est le cas des arcs-en-ciel appelés siamois, reconnaissables à leur superposition, ou encore des arcs-en-ciel surnuméraires. Ces derniers sont le témoin d'un mécanisme beaucoup plus complexe, expliqué notamment par la forme des gouttes de pluie. Lorsqu'elles tombent du ciel, ces gouttes ne sont en effet pas de forme sphérique. Elles sont constituées d'une base plate et d'un sommet arrondi. Or, si la réflexion de la lumière est parfaitement explicable dans une goutte d'eau, sphérique, elle est beaucoup plus complexe dans une goutte de cette forme. Selon le chercheur allemand, une étude plus approfondie de ces mécanismes permettrait de mieux comprendre l'apparition des arcs-en-ciel. Une compréhension qui offrirait également, à l'heure du réchauffement climatique, un nouvel outil pour étudier le phénomène climatique, qu'est la pluie. Ce chercheur envisage que nous pourrions faire de ces arcs-en-ciel des capteurs optiques à distance, pour étudier la physique de la pluie. Maintenant que nous savons que la science semble n'avoir aucune idée du pourquoi de l'arc-en-ciel, on peut envisager plusieurs hypothèses. Comme par exemple, que ces scientifiques ne désirent pas qu'on sache comment est créé l'arc-en-ciel. Oui, on peut croire que cette science qui nous a menti sur beaucoup de choses, nous cache aussi le comment et le qui concernant l'arc-en-ciel. Et cela, pour une raison bien connue. Regardons ensemble quelques images, et essayons d'en tirer une explication. Commençons par admirer le panorama sur ces images. Des arcs-en-ciel comme on en voit habituellement. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un double arc-en-ciel sur cette image. On peut observer plusieurs à la fois. Maintenant, imaginez un peu. Admettons qu'on a des dizaines d'arcs-en-ciel, dont la taille va du plus petit au plus grand. Ensuite, imaginons qu'ils soient tous collés du plus petit au plus grand, afin de former une seule pièce. À peu près comme l'exemple sur cette image. Où ces planches sont des demi-arcs-en-ciel. Comme vous l'avez deviné, on aura un dôme. Et savez-vous pourquoi un dôme? Regardez ces images. Si vous vous trouvez dans un avion quand il pleut, si le soleil est au bon endroit, et que vous regardez dans la direction opposée, vous pourriez très bien voir un arc-en-ciel tracer un cercle complet. Exactement comme sur cette image réelle. Un incroyable arc-en-ciel circulaire, plus un secondaire, vu d'avion. On voit un cercle, c'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose importante, qui caractérise l'arc-en-ciel. Celle de vous suivre, là où vous vous déplacez. Donc, le cercle vu d'avion, n'est pas la circonférence qu'elle paraît. Mais une demi-sphère, posée sur le sol comme un dôme. Comme sur cette image. Oui. Réfléchissez bien. Les scientifiques se fichent de nous, en prétendant ne pas pouvoir percer le secret de l'arc-en-ciel. Ils savent tout, sur l'arc-en-ciel. Ils nous cachent la vérité. Comment pourront-ils nous avouer que c'est le soleil qui reflète l'image du dôme sur la Terre, après nous avoir lobotomisés, avec la Terre globe pendant 500 ans? Vu d'avion, on ne peut pas voir les lignes qui parcourent le centre du cercle formé par l'arc-en-ciel. Mais quelqu'un sur le sol verra ces lignes de couleur de l'arc-en-ciel. Comme sur cette image par exemple. Ce cercle est donc une demi-sphère comme ces exemples. N'est-ce pas un dôme? Figurez-vous qu'il n'y a pas que les arcs-en-ciel du jour. Il y a aussi ceux nocturnes. Voici des arcs-en-ciel nocturnes. Mais cette fois ce n'est pas le soleil qui en est l'auteur, mais la lune. Et oui, la lune aussi fabrique ses arcs-en-ciel. Parfois, les rayons lunaires peuvent être réfléchis et réfractés dans les gouttes de pluie. Pour cela, il faut que la pleine lune soit relativement basse sur l'horizon par temps clair. L'arc qui nous apparaît est alors peu coloré, plutôt pâle, et quelquefois rouge pâle.
Nous avons tous vu des arcs-en-ciel durant la journée. Mais que savons-nous de ceux nocturnes? Le 8 décembre 2003, en Oregon, un photographe du nom de Thomas a pris la photo que vous voyez. Il dit, l'arc-en-ciel qui a duré 20 minutes, était loin dans l'océan, avec la lune qui s'élevait derrière nous. Tout comme la lumière du soleil produit des arcs-en-ciel, la lumière de la lune produit les siens durant la nuit. Ceci est un arc-en-ciel lunaire. Les arcs-en-ciel lunaires sont rares. Parce que la lumière de la lune n'est pas très brillante. Pour avoir des arcs-en-ciel lunaires, il faut que la lune soit pleine, proche, et opposée à une zone où il pleut. Le ciel doit être sombre. On peut en déduire donc, qu'il est fort possible, que l'arc-en-ciel est un reflet, d'une partie concave du dôme qui protège la Terre plate, du monde extérieur. L'arc-en-ciel ne peut être observé correctement, que si la direction des rayons du soleil, qui arrivent vers l'arc et la ligne de vision de l'observateur, forme un angle de 40 à 42 degrés. Si le soleil est en bas de l'horizon, l'arc peut avoir la forme d'un demi-cercle. L'arc-en-ciel s'aplatit, au fur et à mesure que le soleil gagne en hauteur. Au-dessus d'une certaine hauteur, il n'y a plus d'arc possible. C'est pourquoi l'observation ne peut se faire qu'en début de matinée ou fin de soirée. Merci de votre attention. Salam. We the legislature recognize that there is a debate about whether the earth is round or flat. No. And let's encourage critical thinking by saying there should be a legitimate debate between whether the earth is round or flat. Because after all, any idiot can walk outside and see that it's flat. Any idiot can walk outside and see that it's flat. Supports and counters scientific theory or hypothesis. There is no scientific evidence that assists counters students in developing critical thinking skills. Any idiot can walk outside and see that it's flat. Where is the curvature? Where? Antarctica, frigid, barren, seemingly endless. On December the 3rd, 1961, a 63-year-old woman by the name of Andrea Barnes set off single-handedly across this barrier of ice. On December the 18th, the weather turned against her. A week later, on Christmas Day, radio contact was lost. Miss Barnes was never seen again. This was to be the final leg in a journey that had started for her nearly half a century before. A journey ending in apparent failure. She had not succeeded in proving to the world that the Earth is flat. The argument for all practical purposes came to an end when the Church of England was established by law during the 16th century. They rejected many laws of the ancient Catholic Church, and to appear forward-thinking, they embraced many radical scientific notions prevalent at the time, including Copernicus' round Earth theory. With this endorsement, the theory found its way into the schools, which were then largely controlled by the Church. It has remained there to this day, and many children have accepted it without question. Andrea Barnes was not one of those children. Born into an Ontario farming family in 1898, Andrea was a bright child who spent much of her time learning about the world around her. She was inquisitive and precocious, and much to her teacher's dismay, she fervently believed the global Earth concept was nonsensical and easily refuted. Many scientists agree with her and are amassing evidence to carry on her work. By the time Andrea was in her teens, her brother Andy had already decided to go into the transportation business. And many of her friends had turned to nursing as a vocation. But Andrea devoted her time to exploring the world around her and to questioning. She was vehemently opposed to the use of globes in schools and formed a group to protest what she referred to as a load of old codswallop. They demonstrated in a manner they felt symbolic. But Andrea soon realized the only way people would listen was if she made a trip to the edge and brought back proof. And so, on her 16th birthday, she set off across the snowy deserts of Antarctica with little more than a borrowed pair of skis.
However, like Marcella some 300 years earlier, she was unprepared for the harsh conditions and was soon forced to turn back. She tried to raise money for a larger expedition, but her cause was overshadowed by the outbreak of World War I, and it became more important to worry about maintaining one's stake in the world than arguing over its shape. In October of 1929, Andrea again tried to focus the world's attention on the controversy by proving the notion the Earth spins to be absolute nonsense. It was reasoned that if a dirigible was to go aloft in England and hold itself perfectly static, then by the accepted theory the Earth should rotate underneath it and New York should come into view some 4 or 5 hours later. In fact, England was never lost from view. The dirigible eventually ran low on fuel and had to land. Andrea insisted she had made her point. But New York wasn't paying attention that day. The stock market crash monopolized the headlines then and for some time to come. Andrea had again been upstaged. By November of 1938, Andrea was prepared for her second attempt to reach the edge. A consortium of financiers were providing her with a plane and a large enough crew to make a legitimate go of it. And so, once again, an optimistic Andrea found herself in Antarctica. And once again, fate was against her. A freak spring blizzard took them by surprise. They were unable to leave base camp, much less make a trip to the edge. The entire expedition was very nearly wiped out. That was the last attempt Andrea made until 23 years later, when she set off alone by snowmobile in 1961. Until recently, that was the end of the story. Early this year, a researcher stationed in Antarctica to study weather patterns found a snowmobile partially buried in a snowbank. It had run out of fuel and there were no signs of Andrea anywhere. But he did find these, a camera and a note. The note says only, "I have been there. The debate finally comes to an end. Signed, Andrea B." It had survived the frozen elements for nearly 30 years. Unfortunately, the researcher inadvertently opened the camera, exposing the film inside. Any pictures were lost, and Miss Barnes' trip is still very much shrouded in mystery. There was no description of what she had seen or how far away it was. But if we are to believe the note, then Andrea Barnes was very likely the first person in history to visit the edge of the Earth. Voici notre planète Terre. Basculons maintenant vers l'hémisphère sud. Voici l'Antarctique, le continent le plus au sud de notre globe, avec au centre l'axe du pôle sud géographique. Le continent s'étend sur une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, et si on vient superposer à l'Antarctique une carte de l'Europe, on peut mieux mesurer à quel point le continent est immense. Enfin ça, c'est la superficie en été. Car pendant l'hiver, l'eau de mer gèle et sa superficie double pour atteindre près de 30 millions de kilomètres carrés en moyenne. L'Antarctique est isolée par rapport aux autres continents. Depuis les pointes sud du Chili et de l'Argentine, on est à plus de 1000 kilomètres de la terre de Graham. Depuis le Cap en Afrique du Sud, on est à 3800 kilomètres de la terre de la Reine Maude. Et si on part d'Australie, depuis Hobart, dans l'île de Tasmanie, on est à 2500 km de navigation de la Terre Adélie, où se trouve la base française de Dumont-d'Urville. Et en bateau, cela représente entre 8 et 11 jours de mer, si elle est libre de glace, en franchissant les vents des 40e rugissants, les 50e hurlants, et il faut parfois 20 jours si le passage du navire est bloqué par la banquise. Il y a très peu de rotation aérienne, car les vols sont coûteux. Il y a peu de pistes d'atterrissage,
mais aussi à cause de la puissance des vents. De par sa position continentale au sud du 60e parallèle, l'Antarctique est le continent le plus froid du globe, avec des températures qui descendent jusqu'à moins 80 degrés. Et en raison de son isolement et de ses conditions climatiques extrêmes, l'Antarctique a été le dernier continent à avoir été exploré. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les premiers explorateurs s'en approcher. Donc j'ai rentré la date et l'heure exacte, le 7 décembre à 5h40 du matin. Et vous avez maintenant les zones censées être en période nuit et les zones censées être en période jour. C'est assez facile à comprendre. Maintenant, quand on regarde la Bible bleue, on peut voir que l'Afrique est dans le jour. On voit également que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Yémen sont dans le jour. On peut voir aussi Madagascar. On voit un peu de l'Antarctique. Mais à part ça, on ne voit pas d'autres masses terrestres vraiment éclairées. Donc cela veut dire que les autres zones terrestres devraient être de l'autre côté de la Terre dans la nuit. Cependant, quand on va sur dateandtime.com, que l'on rentre le 7 décembre 1972, 5h40 du matin, l'Afrique est bien sûr en plein jour, comme on le voit sur la Bible bleue. Par contre, l'Amérique du Sud devrait y être aussi, ainsi que l'Europe, et ainsi qu'un gros morceau de la Russie, puis aussi la partie ouest de l'Australie. La voilà, la Blue Marble, dans toute sa splendeur, l'image de la Terre la plus largement utilisée. Cette image a été reprise encore, encore et encore pendant des décennies. À mon avis, c'est une des images les plus réussies de la Terre, prise depuis l'espace. Bon, la NASA cependant, aucun de ces endroits n'est présent sur la Bible bleue. Donc par conséquent, sur la Bible bleue, il devrait être de l'autre côté dans la nuit, puisque les astronautes ont dit qu'ils avaient pris la photo avec le soleil dans le dos. Donc ça, c'est un gros défaut, un trou béant dans la Bible bleue. Et absolument tout le monde peut prendre quelques minutes et convertir l'Eastern Standard Time dans n'importe quel fuseau horaire et découvrir quels sont les endroits qui devraient être en plein jour. Endroits comme Rio de Janeiro, 6h39 du matin, il fait jour. Helsinki, Finlande, 12h39, il fait jour aussi. Moscou, Russie, 13h39, jour également. Et Perth, en Australie, 17h39, encore dans le jour. Je pense que c'est plus qu'il nous en faut, les amis, pour comprendre que ce n'est pas une représentation correcte de la Terre. C'est un fake, comme tous les autres, que la NASA reconnaît composé sous Photoshop. Cependant, celle-ci est une authentique photo de la Terre, nous dit la NASA. Le seul problème étant qu'ils n'ont pas tant de photos authentiques que ça prises depuis l'espace, mais ils prétendent que celle-ci l'est.
Ils nous disent que cette photo fut prise par des astronautes le 7 décembre 1972 à 5h30 Eastern Standard Time. C'est à ce jour l'une des photos les plus largement répandues. C'est une des rares images montrant le disque de la Terre presque entièrement illuminé. Le disque de la Terre? Intéressant choix de mots. Ok. Les astronautes ayant le Soleil derrière eux lorsqu'ils l'ont prise. Pour les astronautes, la taille et l'apparence légèrement bosselée de la Terre la faisaient ressembler à une bille en verre, d'où son nom. Puisqu'ils nous donnent précisément la date et l'heure à laquelle cette photo a soi-disant été prise depuis l'espace, j'ai décidé d'aller à timeanddate.com et d'utiliser leur carte du jour et de la nuit dans le monde. Bon, ce site est super cool. En fait, il vous montre quels pays et continents sont en période jour et quels pays et continents sont en période nuit, et ce à n'importe quel moment de votre chemin. C'est que les continents qui devraient être en période jour sont de l'autre côté de la bille. J'aimerais bien voir l'autre côté de la bille avec le reste des continents dans la nuit. Vous imaginez voir l'autre face de la bille avec tous les continents les uns sur les autres, hein? Ça n'aurait pas l'air stupide du tout, n'est-ce pas? Donc c'était là, les amis, devant nos yeux pendant tout ce temps. Ils nous montrent l'Afrique, mais ils ne peuvent rien montrer d'autre. Et on a tous ces endroits qui auraient dû être en plein jour à l'heure où la photo a été soi-disant prise, et qui n'y sont pas. Ce qui prouve que ce n'est pas une photo authentique. 100% débunkée. La Blue Marble de la NASA est finie. À chaque fois que vous voyez quelqu'un poster la photo Blue Marble de la NASA, j'aimerais bien que vous partagiez le lien de cette vidéo qui la discrédite complètement, évidemment. Et dans la mesure où la Blue Marble est l'image de la Terre la plus répandue, j'imagine que beaucoup d'entre vous, mes amis, qui me suivez, vont partager